Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Le titre que vous avez là, Les fabuleuses machines de la science, je dois vous avouer que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Madame Dallara. À vrai dire, on ne refuse rien à Madame Dallara, donc j'ai accepté de faire cette conférence sur les machines. Et je me suis rendu compte, un peu après, que des machines de la science, il y en a tellement, que j'étais un peu perdu, je ne savais plus quoi choisir. Et j'ai fait un choix de quelques machines, c'est un choix parmi d'autres. Alors pour commencer, je me suis dit, je vais d'abord regarder qu'est-ce qu'une machine, et j'ai été regarder dans le dictionnaire de l'Académie. Une machine, c'est un dispositif mécanique complexe, produisant ou transformant une énergie pour produire un travail, pour effectuer une tâche. J'ai mis à côté ce qui m'était venu initialement sur qu'est-ce que je pourrais faire comme exposé sur les machines de la science. Évidemment, la machine à vapeur, ça aurait été un très joli sujet. Ben, ça sera pour une autre fois. Je ne vais pas vous parler de la machine à vapeur parce que fatalement, j'aurais été obligé de parler de thermodynamique, de choses un peu compliquées. Donc, on ne parlera pas de machine à vapeur. Mais machine, ça m'a fait penser tout de suite à l'animal machine de Descartes. Et c'est un peu ce fil directeur que je vais choisir. Alors, regardez. Descartes, notre grand philosophe français, connu en particulier pour le fameux dualisme cartésien dans les méditations métaphysiques, qui décompose la matière essentiellement en deux sortes de matière, hein, la res cogitans, l'esprit, l'âme, la conscience, la substance pensante d'un côté, et de l'autre côté, la chose corporelle, la substance étendue, la matière en quelque sorte. Et dans le discours de Descartes, il y a cette scission extrêmement forte entre la partie purement matérielle et mécanique et la partie pensante. Alors, ce dualisme qui a profondément influencé toute la philosophie contemporaine, en tout cas du côté européen, en tout cas, a été beaucoup discuté, a été beaucoup repensé, exprimé de nombreuses façons différentes. Parmi les biologistes d'aujourd'hui, il est très difficile de trouver des dualistes purs. On en trouve encore quelques-uns, mais très peu. On a l'impression que c'est une théorie philosophique en déclin total. En contrepartie, du côté des mathématiciens, et moi je suis mathématicien, on en retrouve beaucoup plus. Et à la fin de cet exposé, je vous présenterai un exemple d'un mathématicien très important qui est très clairement dualiste, mais on y reviendra. Alors, donc chez Descartes, vous avez ici ce dessin bien connu, il y a les sens extérieurs, il y a tout ce qui nous vient du monde extérieur qui est complètement mécanique, et puis ça passe par cette glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est le lien entre l'âme et le corps. Bon, je ne vais pas trop en parler plus, c'est une très vieille histoire, mais vraiment, et en tout cas, Descartes a clairement l'idée que tout ce qui est pensé, c'est localisé dans le cerveau, mais ça n'a pas de substance physique. Donc voilà, ça c'est Descartes, il y a fort longtemps, et un siècle plus tard, chez Descartes, il y avait cette conception de l'animal machine. L'animal machine, ça consiste à dire que les animaux, pas l'homme, les animaux, sont comme des assemblages de pièces et de rouages dénoués de conscience ou de pensée. Vous savez, il y a cette anecdote bien connue de Malebranche qui donne un coup de pied dans une chienne pleine, et la chienne s'en va en manifestant des signes de douleur, et Malebranche dit non, les animaux ne souffrent pas. Et vous avez là la phrase qui est en dessous, la phrase qui est due à Descartes, hein, l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et cette
phrase nous a profondément influencés pendant des siècles, et aujourd'hui, on en revient. Hein. C'est la nature, nous n'en sommes pas propriétaires, c'est l'écologie, c'est la souffrance animale, toutes ces choses dont nous parlons beaucoup dans les médias et qui font partie des questions qu'on se pose au XXIe siècle. Alors, aussi un autre, c'est un compétiteur, c'est 100 ans plus tard, hein, de la maîtrise. Lui, il dit tout le contraire. Il dit, non, l'homme, comme les animaux, ça n'est qu'une machine. Lisons ce qu'il écrit. Concluons donc hardiment que l'homme est une machine et qu'il n'y a dans tout l'univers qu'une seule substance. Ce n'est point ici une hypothèse, l'ouvrage de préjugés ou de ma raison seule, mais le raisonnement le plus vigoureux à la suite d'une multitude d'observations physiques qu'aucun savant ne contestera. C'est l'opposé de Descartes. L'homme est une machine, contrairement à ce que disait Descartes. Alors, au XVIIIe siècle, l'homme est un peu au centre des discussions. Pour savoir si c'est une machine, on l'observe dans tous les sens et on essaie de voir si on peut fabriquer des machines qui ressemblent aux hommes. Alors, je vais vous montrer très vite une image qui est assez étonnante. C'est l'époque, au XVIIIe siècle, où on fait ce genre d'objets qui sont soi-disant pour l'éducation des futurs médecins. On peut démonter l'intérieur du corps, voir comment sont faits les êtres humains. Vous voyez, il y a une caractéristique assez étonnante. Regardez un peu le visage de cette femme et cette position qui est un peu érotique, en fait. C'est la vision du XVIIIe siècle sur la mécanisation de l'humain. Et puis en même temps, c'est l'époque, au XVIIIe siècle, où arrivent les automates, qui sont la fabrication de machines qui miment l'humain. Vous avez là un automate offert à Marie-Antoinette, qui s'appelle la joueuse du tympanon. C'est vraiment, le 18e, on en voit partout. On essaye de faire des machines qui imitent l'humain. Alors, je me suis dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper mon exposé en deux parties, histoire de trouver une espèce de fil rouge de thème commun pour cet exposé. Je vais vous montrer deux sortes de machines. Des machines qui miment des animaux. Donc il y en aura au 18e, il y en aura au 19e, au 20e. Et puis des machines qui miment ou qui essayent de s'approcher d'une manière ou d'une autre de la pensée humaine. Je crois que vous comprenez ce que j'ai en tête. On va essayer de penser aux machines à calculer, aux ordinateurs, à ces machines qui peut-être imitent la pensée des êtres humains. Alors commençons par les animaux, et puis après on regardera la pensée. Alors pour les animaux, il y a un exemple qui est emblématique de cette époque et qui est très connu, c'est le canard de Vaucanson. Vaucanson était un mécanicien, ingénieur, mathématicien, à l'époque tout était mêlé, membre de l'Académie des sciences. Et d'ailleurs, le portrait de ce monsieur que vous voyez à droite, qui n'a pas l'air très très drôle en fait, illustre, vous le trouvez dans le bureau actuel du président de l'Académie des sciences, à quelques mètres d'ici. Eh bien, ce monsieur qui travaillait à Lyon, qui a perfectionné des machines à tisser dans les soieries lyonnaises, il a inventé des automates. Et son automate qui a impressionné le plus, c'est un canard. Le canard de Vaucanson. Vous avez ici, sur la partie gauche, un croquis de ce qu'était ce canard, sauf que, à la vérité, personne ne sait trop à quoi il ressemblait. On n'en a pas de plan très précis, mais ce canard a eu un succès médiatique incroyable. Les plus grands savants de l'époque sont venus l'observer. Les gens venaient au spectacle, payaient pour voir le canard, qui bougeait, qui non seulement bougeait, mais mangeait
des graines, digérer la graine et déféquer. Ce canard a beaucoup impressionné. Voltaire a parlé de ce canard qui a eu un succès complètement dingue pendant jusque 1850. Il y avait des tas d'expositions autour du canard. Alors, malheureusement, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait. Voici la présentation qu'en donne Vaucanson lui-même. Il dit « Les nouveaux automates, monsieur, que je compte exposer le lundi de Pâques prochain, auquel sera joint mon flûteur, un musicien qui jouait de la flûte, sont un canard dans lequel je représente le mécanisme des viscères destinés aux fonctions du boire, du manger et de la digestion. Le jeu de toutes les parties nécessaires à ces actions y est exactement imité. Il allonge son cou pour aller prendre du grain dans la main, il l'avale, le digère, le rend par les voies ordinaires tout digéré, tous les gestes d'un canard qui avale avec précipitation, qui redouble de vitesse dans le mouvement de son gosier pour faire passer son manger jusque dans l'estomac. Ils sont copiés d'après la nature. L'aliment y est digéré comme dans de vrais animaux, par dissolution et non par trituration, comme le prétendent plusieurs physiciens. Mais c'est ce que je me réserve à traiter et à faire voir dans l'occasion. La manière digérée dans l'estomac est conduite par des tuyaux, comme dans l'animal par ses boyaux, jusqu'à l'anus, où il a un sphincter qui en permet la sortie. On ne sait pas exactement comment c'était fait, et on pense que c'était un peu une tricherie. Pendant le XIXe siècle, on a des textes qui expliquent que le canard de Vaucanson était un peu de la prestidigitation. En fait, ce que le canard déféquait n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait donné à manger. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que je ne prétends pas donner cette digestion pour une digestion parfaite, capable de faire du sang, etc. Il a conscience du fait que son canard n'est qu'une approximation de la nature, mais c'est quand même un automate qui cherche à imiter la digestion. Et encore une fois, ça a fasciné les foules pendant très longtemps. Alors, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemblait, mais je vais quand même vous montrer un canard qui date du XXIe siècle, qui est une imitation inspirée du canard de Vaucanson. On peut penser que ça ressemble un peu. Vous voyez, on voit l'intérieur. Ce qu'on sait du canard de Vaucanson, c'est que les spectateurs étaient amenés à voir l'intérieur. On voyait l'estomac, on voyait toutes les viscères, on voyait les sphincters, comme il dit. Tout était... et il paraît que c'était très, très beau à voir, comme celui-ci. Vous voyez, il est assez véridique. Le canard de Vaucanson, qui est un peu un symbole, justement, de l'animal-machine de Descartes. Alors, pour continuer sur l'imitation des animaux, je vous propose de parler maintenant de quelqu'un d'autre qui porte un prénom incroyable, Pafnouti. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Pafnouti sur Terre, mais beaucoup de mathématiciens connaissent Tchébychev. Tchébychev est l'un des plus grands mathématiciens russes, vous voyez, fin 19e siècle, qui a fait énormément de choses. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il a travaillé sur les nombres premiers, il a travaillé sur l'analyse, il a travaillé sur énormément de choses, mais il a fondé, on peut dire, la théorie mathématique des mécanismes. Et vous avez là une photo à gauche de son bureau. Et son bureau ne ressemble pas tellement au mien. Vous voyez, c'est un bureau qui contient des tas de machines. Cet homme a passé une partie importante de sa vie à créer des machines qui étaient utiles. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Oui, c'est des exemples. Machine à vapeur, régulateur centrifuge, train épicycloïdal d'arithmomètre, engrenage, balance, mécanisme paradoxal, mécanisme à 4 leviers, mécanisme de la presse, parallélogramme, etc. Donc, c'était un mécanicien dans le sens le plus noble du terme. Et il a fait une chose que je vais vous montrer, parmi les nombreuses choses qu'il a faites, je vais vous montrer comment il a inventé la machine à marcher. Et j'aime beaucoup cette machine parce que c'est un mélange un peu fou, mais je trouve que c'est une belle machine. Regardez, avant de vous le montrer,
je voudrais vous expliquer qu'on est au 19e siècle. Les machines tournent. Vous avez là une machine à vapeur. Et vous voyez que dans une machine à vapeur, il y a des bielles, il y a des barres métalliques, tout ça, ça tourne. Et on voit de la géométrie. On essaye de comprendre comment il est possible de transformer un mouvement circulaire, le mouvement de la roue qui est à droite, doit se transformer d'une manière ou d'une autre en un mouvement rectiligne, et c'est ce qui se passe, vous voyez, dans le piston. Comment est-ce qu'on fait pour connecter tout ça et fabriquer des machines purement mécaniques avec des barres rigides? Alors, je vais vous montrer un exemple. C'est ce qu'on appelle en mathématiques l'inverseur de Poisselier. Et je vais vous donner, si vous avez des vagues souvenirs de ce que vous faisiez en mathématiques du temps où il y avait de la géométrie au lycée, je vais vous montrer l'inverseur de Poisselier qui a été inventé en 1870. Vous voyez, c'est quand même très tardif. C'est une machine très simple qui transforme un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne. Et c'est très important dans la technologie. Regardez. Vous voyez le point qui suit un arc noir, vous voyez, un arc de cercle noir, eh bien le point bleu suit un arc rectiligne. Et ça, vous pouvez le faire avec des barres de bois. Et je l'ai fait déjà, je vois que j'ai entendu qu'il y a une terminale au bout de la classe. Je l'ai fait une fois dans une classe de seconde, on vient avec des bouts de bois, et on comprend comment on peut transformer un cercle en une droite. Alors ça paraît tout bête, mais maintenant je vous montre la machine à marcher de Tchebyshev. Alors Tchebyshev commence comme ceci. Alors le début, vous voyez, c'est un site russe que je recommande à tout le monde, qui est vraiment bien, et d'ailleurs il est traduit en français, rassurez-vous, et qui illustre les mécanismes de Tchebyshev. Regardez, vous avez des barres métalliques, et puis en bas, vous voyez le petit point bleu tourne sur un cercle. Les longueurs sont calculées, vous verriez les articles de Tchebyshev, il faut bien calculer, etc. Et regardez ce que fait le point du haut. Il suit une courbe dont la partie basse est essentiellement rectiligne, et puis après remonte, exactement comme mon pied quand je marche. Quand je marche, pendant une partie de ma marche, je suis horizontal sur le sol, et ensuite je lève mon pied. Alors qu'est-ce qu'il se dit, notre ami Tchebyshev? Il dit, je vais utiliser ce mécanisme pour former un pied. Alors regardez comment il va faire. Il soutient une barre, il met un pied, il en met deux, ça fait deux pieds qui marchent, et il en met quatre, c'est mieux pour les quadrupèdes, il les connecte, et voilà, on a un truc qui marche. Et ensuite, il veut le fabriquer en bois, et vous allez voir ici cette petite vidéo qui présente l'objet qui existe vraiment et qu'on trouve au musée des Conservatoires nationaux des arts et métiers, et qui fonctionne bien. Vous allez voir dans une seconde, c'est une réplique exacte de ce qu'on trouve au musée du CNAM. En passant, j'ai un de mes anciens étudiants russes, admirateur de Tchebyshev, qui a construit ce que vous allez voir en Lego. Alors, regardez, voilà la machine qui marche. Attention, l'objet arrive. Ça fait un peu peur. Hein? Voici la machine à marcher. C'est un peu terrifiant, non? J'aime bien cette machine. J'aime bien les machines que je comprends. Hein? Je ne comprends pas comment marche mon téléphone, mais ça, je comprends. Alors, l'article de Tchebyshev est passionnant, écrit en français. Hein, il écrivait toujours ses articles en français. L'article de Tchebyshev se termine par une application concrète, un peu folle, mais je vous la donne quand même. Il dit qu'en Russie, il n'est pas rare qu'il neige, ça je savais déjà, et les trains ont tendance à patiner sur les rails. Alors il a l'idée de mettre aux locomotives 4 pattes, et que le chauffeur pourrait embrancher le mode marche à pied, et qu'en cas de neige abondante, le train pourrait se transformer en un train qui marche avec ses 4 pattes. Alors,
Ben, c'est la belle époque où les scientifiques pouvaient faire un peu ce coup. Mais vous voyez, cette machine à marcher, j'ai envie de dire, c'est l'ancêtre, bien sûr, de la robotique. Comment est-ce qu'on fait des machines qui se déplacent? Regardez un peu. Regardez comme la robotique a avancé considérablement. Maintenant, on fait des super robots quand même. C'est mieux que Tchébychev. Mais vous avez remarqué? Vous me croyez? C'est faux. Bien sûr qu'on ne fait pas ça. C'est une triche, c'est une fausse vidéo YouTube. Impossible de faire pour l'instant un robot qui joue au ping-pong et qui bat les champions. Ça n'est pas encore possible. En revanche, la robotique a fait des progrès considérables. Voici ce qu'on fait en vrai aujourd'hui. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre que la robotique, en effet, a fait des progrès que évidemment, Tchébychev aurait adoré. Vous voyez, des robots qui peuvent manipuler des objets lourds, les déplacer, qui peuvent marcher sur des terrains extrêmement difficiles, qui peuvent sauter, qui peuvent faire énormément de choses. Ça, c'est aujourd'hui. Hein, ils ne peuvent pas encore jouer au ping-pong, mais ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est très important dans des situations difficiles, hein, s'il s'agit de transporter des matériaux radioactifs ou des choses qui sont dangereuses. Regardez un peu ce que font. Et ça, là, c'est pas du faux. Hein. C'est du vrai. Je ne sais pas si Tchébychev aurait cru que ça serait un jour possible. Donc la robotique a fait énormément de progrès. Mais je vais vous montrer un autre exemple de robotique que j'aime bien et que là, pour le coup, je suis sûr, absolument sûr, que Tchébychev aurait adoré ce que je vais vous montrer maintenant. C'est un artiste néerlandais qui s'appelle Theo Jensen, qui fabrique des machines exactement celles de Tchébychev. Et il les laisse naviguer sur les plages soumises à l'influence du vent. Alors, allons-y. Ce sont d'immenses machines, fabuleuses, on peut dire, qui sont en fait des machines de Tchébychev, qui sont poussées par le vent sur les plages du Nord. Hein. Il est néerlandais, donc des plages comme ça, il en a. Et il en a fait beaucoup, regardez, de beaucoup de formes différentes. Je trouve ça très beau. C'est rare qu'il fasse si beau dans le Nord, mais c'est très très beau. Hein. J'ai écrit à cet artiste pour lui dire qu'il avait probablement lu Tchébychev, et il n'a pas eu la gentillesse de me répondre. Mais quand on regarde de près les mécanismes qui sont impliqués dans ces choses-là, on reconnaît à l'évidence les mécanismes de Tchébychev, les machines de Tchébychev. Allez, je vous laisse encore regarder quelques-uns de ces bêtes. C'est énorme. Il y en a qui font peur, il y en a qui sont belles. Je pense qu'il n'a pas filmé les situations où la machine se casse la figure, mais... Cela me fait peur. Alors, parlons maintenant du deuxième type de machine. Je vais vous parler bien sûr de machines qui pensent. Et on va réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire penser, réfléchir, calculer. Et bien sûr, comme nous sommes en 2024, que nous fêtons le 4e centenaire de la naissance de Pascal, il faut bien que je commence par vous montrer la machine à calculer de Pascal, qui est vraiment absolument remarquable.
j'ai mis à côté une statue qui représente Pascal enfant. Il n'y a pas beaucoup de statues qui le représentent enfant. Moi, je trouve que c'est assez émouvant parce que, comme vous le savez tous, Pascal était un enfant surdoué, on dirait aujourd'hui. Et il a réfléchi très tôt à toutes ces choses-là. Et la machine à calculer que je vais vous montrer, que vous connaissez déjà probablement, est une machine qu'il a inventée quand il avait 19 ans. Et c'est intéressant parce qu'il n'a pas fait seulement inventer une machine. Il a réfléchi à la manière de la commercialiser. Il a tenté de faire quelque chose qu'on appelle aujourd'hui un brevet. Il a tenté de gagner de l'argent avec. Il n'en a pas gagné. Mais il a conçu, inventé sa machine en même temps qu'il pensait à la manière de la commercialiser, de la rendre connue. Alors regardons cette machine. Elle est très belle. Il n'y en a plus tellement d'origine. Je crois qu'il y en a une quinzaine dans le monde. Il y en a quelques-unes justement au Musée des Arts et Métiers. Alors là, c'est une petite machine, puisqu'elle ne manipule que des nombres pas trop grands. Et puis il y a des machines beaucoup plus grosses. Et on va regarder comment ça marche. Alors l'idée initiale n'est pas compliquée. Vous voyez, il y a des roues. Et puis, vous voyez, la roue, il y a à droite, chaque roue correspond à une... À droite, c'est la roue on va dire des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, puisque vous allez voir qu'à droite, il y a les deniers et les sols, et 12 deniers font un sol et 20 sols font un franc. Alors regardez comment c'est fait. Il y a donc des roues qui sont en bas. Oubliez la barre verte que vous voyez au-dessus, on en parlera une autre fois si vous voulez. Vous voyez, chaque roue est associée à des deniers, des sols, des unités, des dizaines, des centaines. Et pour entrer un nombre dans la roue, on doit tourner. Alors c'est assez facile de penser que si je tourne une roue 3 fois et si je la tourne 2 fois, ça va tourner au total 5 fois. Donc c'est assez clair que pour faire des additions, il suffit de cumuler les rotations. Mais toute la difficulté, c'est bien sûr les retenues. Si j'ai un 9 plus 4, ça fait 13. S'il faut que je fasse 9 et 4, 13, je pose 3 et je retiens 1. Et la question qui est extrêmement compliquée pour la machine à calculer de Pascal, c'est de fabriquer un système totalement mécanique qui s'occupe de faire les retenues à notre place. Alors vous allez voir, c'est quand même un truc pas facile et il a réussi de manière extrêmement géniale. La difficulté qu'il avait, c'était de la réaliser en pratique. Il faut des petites roues dentées, comme vous allez voir. Donc il a utilisé le savoir-faire des horlogers. Les horlogers de l'époque ont beaucoup travaillé. Il était très mécontent contre les ouvriers parce qu'il n'arrivait pas à leur expliquer ce qu'il voulait qu'ils fassent. Vous voyez, il y a des engrenages de cette nature. En haut, vous voyez, on tourne la roue sur la boîte. Et puis vous avez la roue des nombres qui est ici à gauche. Et toute la question, vous allez voir tout de suite, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour les retenues. Alors, il y a une espèce de cliquet qui se dépose sur la roue orange. Ça, c'est pour s'assurer que les chiffres qu'on voit soient les chiffres exacts, 4 ou 5, mais pas, on ne sait pas si c'est 4 ou 5. Il faut faire en sorte que la roue, elle se cale exactement sur un chiffre. Ça, c'est le rôle de ce loquet. Et plus difficile et plus génial, la question de la retenue. Comment est-ce qu'on fait pour que la machine puisse s'occuper des retenues? Alors, vous voyez, il y a un truc, vous voyez ici à gauche, avec une pince jaune, et puis il y a 2 points bleus qui sont en position 9 et 10. Quand une roue tourne, et quand elle a fait 10 tours, regardez, paf, le truc jaune tombe et fait tourner la roue d'à côté d'un cran. Donc c'est comme ça qu'on fait automatiquement les retenues de 10. Et alors, quand on les met bout à bout, ça marche super bien. Vous allez voir par la suite, c'est quand même une machine qui est exceptionnelle pour son époque. Et notre ami Pascal, il n'était pas si mauvais. Hein. Bon. Alors regardons un peu ce que ça donne. L'ensemble. Vous allez voir, ici, la machine va calculer 999 999 999 plus 1.
quand on fait plus 1, ça fait des retenues qui vont se succéder l'une aux autres. Alors regardez ce que ça donne. On va démonter la boîte. On ouvre le capot. On retire les petits trous. On retire toutes les barres. Et on va regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup de trucs, hein. Voilà. Et maintenant, on va rajouter 1. C'est-à-dire, je fais sur la roue de droite, je fais un tour. Mais comme c'était 9, 9, 9, 9, 9, 9, eh bien, chacune des pièces jaunes, là, tour à tour, vont ajouter un dixième de tour. Et vous voyez, c'est quand même une belle machine, et ça marche bien, hein. Sauf que fabriquer cette machine est compliqué. Les horlogers y arrivaient, mais ça coûtait une fortune. Et le pauvre Pascal n'a pas réussi à la vendre. Mais c'est quand même un progrès conceptuel absolument gigantesque. De penser qu'une machine peut exécuter un algorithme. Une machine peut exécuter l'algorithme qu'on apprend à l'école primaire. Hein. Quand il y a une retenue, on la met à côté. Alors, le calcul, les machines qui calculent, il y en a eu beaucoup. Elles ont été améliorées consécutivement. Je vais vous montrer un exemple d'une machine. Ça, c'est une machine que certains d'entre vous ont peut-être utilisée. Hein. C'est une machine qui servait en 1967. Et je vais vous montrer comment c'est fait dedans. Et je vais vous montrer comment elle calcule. Et vous allez voir que c'est une machine qui fait des additions, bien sûr, mais qui fait aussi des multiplications. Et je vais vous montrer comment une machine comme ça multiplie deux nombres à 3 chiffres. Regardez. On écrit les chiffres, on appuie sur le bouton multiplier, et là commence un tas de trucs qui se passent. Et écoutez le bruit. C'est vraiment une autre époque. Tout ça pour multiplier deux nombres à 3 chiffres. Encore une fois, je pense que certains d'entre vous ont connu ces machines. Je pense que les élèves de terminale, au fond, n'ont jamais vu ça. Je dois dire que quand j'étais étudiant, il n'y a pas très longtemps, quand j'étais étudiant, j'avais une espèce de hobby un peu ridicule d'aller dans les salles des ventes et j'achetais des machines comme ça pour les démonter, pour voir comment ça marchait. Parce que je trouve ça assez fascinant de voir ces machines qui calculent de manière purement mécanique. Finalement, c'est comme la machine de Pascal, il n'y a pas eu de progrès considérable depuis. Et puis je vais vous montrer maintenant, voilà, ça c'est la machine la plus puissante du monde, qui est un ordinateur gigantesque, qui coûte une fortune et qui est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Mais je vais vous parler maintenant de la machine la plus simple, entre guillemets. C'est la machine qui n'existe pas. C'est une machine virtuelle. C'est une machine qui a été inventée par Alan Turing. Alan Turing, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, peut-être à travers ce film qui s'appelait The Imitation Game, dans lequel on parlait de la vie d'Alan Turing, en insistant sur les côtés les plus hollywoodiens, hein, sur le fait qu'il aurait craqué le code que les Allemands utilisaient avec cette machine qui s'appelait Enigma, ce qui est partiellement vrai. D'abord, il n'était pas seul à le faire, et d'autre part, il n'a pas complètement craqué, mais c'était aussi en oubliant quelques aspects vraiment majeurs de l'œuvre de Turing. Plusieurs personnes n'hésitent pas à dire que Turing est le plus grand logicien depuis Aristote. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, je ne vais pas vous en parler énormément, je vais vous citer juste quelques-unes de ses contributions. En 1932, donc il n'avait que 20 ans, il écrit un texte dont je vous lirai tout à l'heure un petit extrait, qui revient sur Descartes en quelque sorte, qui s'appelle « La nature de l'esprit ». Et puis l'article qui l'a rendu le plus célèbre,
j'allais dire pour l'éternité. C'est l'article qu'il a écrit en 1936 sur les nombres calculables avec une application au Einschränkungsproblem, qui est le problème de la démonstration. Et en 1950, il a écrit un article majeur qui pose la question de savoir si une machine peut être intelligente. Est-ce qu'une machine qui calcule peut être humaine? Et à cette occasion-là, il invente ce qu'on appelle le test de Turing, qui permettrait de tester en quelque sorte l'humanité d'une machine. En 1952, il change totalement de sujet et devient, toujours dans le domaine des mathématiques, il écrit un article fondateur de l'émergence des formes dans ce qu'on appelle les équations de réaction-diffusion. Par exemple, comment les taches peuvent apparaître sur la peau des panthères, par exemple. De manière générale, les équations qui gouvernent les espèces biologiques en évolution. C'est quelqu'un de vraiment absolument remarquable. J'ai mis à côté une reproduction d'une tortue cybernétique, qui est une tortue cybernétique qui, paraît-il, avait fortement impressionné le jeune Turing qui visitait le musée des sciences à, je ne sais pas trop où d'ailleurs, à Londres peut-être. Alors, Turing a inventé une machine. Mais c'est vraiment une machine qui ne coûte rien puisqu'elle n'existe pas. Ou plus précisément, je vais vous la montrer. C'est une machine, encore une fois, qui n'existe pas, mais qui a été réalisée, pour rigoler un peu, par des étudiants en informatique à l'École normale supérieure de Lyon. Ils l'ont réalisée en Lego, que vous l'avez là. C'est un peu comme la machine à marcher de tout à l'heure. Alors, en revanche, voici à quoi elle ressemble. C'est un concept. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous imaginez quelque chose, qui n'est pas une chose, qui a une boîte qui est ici en jaune au-dessus, et cette boîte, elle peut être dans plusieurs états. Elle peut être dans l'état 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. À chaque moment, elle est dans un certain état. Et puis, il y a une bande infinie, à droite et à gauche, et sur la bande sont écrits des chiffres 1 et 0. Jusqu'à présent, ça va. Et puis, il y a une tête de lecture en vert. La tête de lecture contient un programme. C'est la première fois, rendez-vous compte, on est en 1936, c'est la première fois qu'on parle de programme en informatique. Le programme, c'est quoi? C'est une instruction en fonction de ce que je vois sur la bande et de ce que l'état dans lequel je suis, je prends une décision. La décision, c'est changer d'état ou faire tourner la bande à droite ou à gauche. Et je continue comme ça, et la bande va tourner, l'état va changer, et au bout du compte, j'obtiendrai un résultat. Autrement dit, c'est la définition la plus abstraite possible de ce qu'est un programme d'ordinateur. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est la mise en perspective de ce qu'est le concept le plus général de calculabilité, de programmation. Et ce que dit Turing, je l'ai écrit en dessous, tout ce qui peut se calculer peut l'être par une machine de Turing. Et deuxièmement, il démontre qu'il existe qu'on appelle il démontre, comme un mathématicien, qu'il existe des machines de Turing universelles qui font ce qu'en font toutes les machines de Turing. Et cerise sur le gâteau, il démontre ce théorème qui a bouleversé le monde des mathématiques. Il démontre que certains énoncés, certains problèmes sont indécidables. On ne peut ni démontrer qu'ils sont vrais, ni démontrer qu'ils sont faux. Ils sont hors d'atteinte de l'esprit humain. Ce sont des énoncés inaccessibles à la pensée. C'est incroyable. Il y a des énoncés, il y a les théorèmes, le théorème de Pythagore est vrai, et puis il y a des théorèmes qui ne sont pas vrais, et puis il y en a, on ne sait pas, et on ne saura jamais, et on ne pourra jamais savoir. D'une certaine manière, ça me semble très proche aussi de la pensée de Pascal. Il y a cette
impossibilité de l'esprit humain d'accéder à tout. Et c'est aussi la première fois dans l'histoire qu'il y a une distinction claire entre le hardware, l'objet, l'ordinateur solide, et le software, qui est le programme, qui est quelque chose de conceptuel. Si je peux me permettre une comparaison, c'est très cartésien. Le hardware, c'est le corps, et le software, c'est l'âme. Donc ces articles de Turing sont absolument fondamentaux. Ils viennent après d'autres personnages qui avaient travaillé auparavant. Je voulais vous en montrer deux. C'est deux grands mathématiciens. Vous avez à gauche von Neumann, qui non seulement était mathématicien, mais aussi physicien, qui était à l'origine de la première bombe atomique dans le projet Manhattan, et qui est le premier à inventer ce qu'on appelle des automates cellulaires. Et à droite, vous avez Schrödinger, et c'est l'un des premiers qui, après la Seconde Guerre mondiale, a réfléchi à qu'est-ce que la vie ? Est-ce que je peux trouver une définition de ce qu'est la vie ? Vous devez savoir, vous ne savez peut-être pas, que la Seconde Guerre mondiale a bouleversé les physiciens après la bombe en se disant mais qu'est-ce que nous avons fait collectivement ? Il est peut-être temps que nous réfléchissions à la vie. Et beaucoup de grands physiciens sont en fait devenus des biologistes et ils ont fondé la biologie moderne. Dans ce livre de Schrödinger qui est essentiellement faux, tout ce qui est dedans faux, mais il comprend, il réfléchit à ce que peut être la vie et il donne quelques critères. La vie, quelque chose est vivant si il peut se reproduire. Mais ça ne suffit pas. Quelque chose est vivant, il faut qu'il contienne une information. Et même à un moment, il envisage, il ne connaît pas l'ADN bien sûr, mais il envisage qu'il faudrait que dans la vie, il y ait quelque chose comme un filament qui garde l'information du vivant. Ce sont des précurseurs de la biologie moderne qui sont absolument fondamentaux. Et je vais vous en montrer un exemple. Et c'est le jeu de la vie de Conway. Vous avez là John Conway, un mathématicien assez extraordinaire, qui faisait toutes sortes de choses différentes, un peu fou. Là, il a des yeux un peu fous, là. Et qui, dans les années 60, a inventé ce qu'on appelle le jeu de la vie, et dont je vais vous dire quelques mots maintenant. Alors, voici comment on joue à ce jeu. Vous avez un damier, et sur ce damier, il y a des jetons qu'on pense comme des cellules vivantes. Alors, Conway, au début, jouait sur un jeu de Go, parce qu'il n'avait pas d'ordinateur. Donc, il mettait des jetons sur un jeu de Go. Et on joue de la manière suivante. D'abord, on remarque que chaque jeton est entouré par 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, on fait ceci. On dit, regardez, on regarde une cellule vivante et on regarde combien elle a de voisins. Regardez, celle que j'ai mise en rose, avec un 0 par-dessus, n'a aucun voisin. Il n'y a aucun voisin autour d'elle qui est vivant. Par contre, celle que j'ai mise en bleu, numéro 2, chacune a 2 voisins. Vous voyez, celle qui est à gauche a un vert au-dessus et un vert en dessous. Celle que j'ai mise, elles ont 2 voisins. Et celle que j'ai mise en 5, vous voyez, elle a 5 voisins autour d'elle. Alors voici les règles du jeu. La règle du jeu est la suivante. Une cellule vivante, si elle n'a aucun voisin ou un voisin, elle meurt. Une cellule vivante, si elle a 2 ou 3 voisins, elle reste vivante. Une cellule vivante qui a 4, 5, 6, 7 ou 8 voisins, elle meurt. Et une cellule morte, qui est vide, elle devient vivante si elle a exactement 3 voisins vivants. Alors voici, on prend une position initiale et on regarde les générations successives. Et ça fait des choses. Et je vais vous montrer ce que ça fait et on va essayer de regarder quelques exemples.
si j'arrive. Voilà, c'est bon. Alors, voilà. Voici le damier. Et je vais mettre, par exemple, trois cellules. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui va se passer au coup d'après? Vous voyez, la cellule au-dessus, rouge, elle a un voisin, elle va mourir. La cellule en dessous, rouge, a un voisin, elle va mourir. En revanche, les deux vides qui sont de part et d'autre, elles ont deux voisins, elles vont naître. Regardez, voilà. Ça, c'est la deuxième génération. Et puis, je continue, troisième génération, c'est pas très drôle. Hein? Mais si j'en rajoute un peu, ceci, par exemple, et si je regarde ce qui se passe dans son futur, ça fait des choses comme ça. Hop, mort. Donc c'est une configuration initiale qui a donné lieu à un développement, à une évolution, on va dire un peu biologique, et qui conduit à rien du tout, la mort. Si je prends une autre, un peu au hasard, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Ah non, vous voyez, un petit peu à gauche, là, il y a un petit truc qui se passe, ce qu'on appelle un planeur, tout qui part comme ça. Alors, Conway a essayé de comprendre, dans ce genre de jeu qui est en quelque sorte biologiquement naïf, très naïf, si on pouvait voir des choses qui ressemblaient au vivant. Alors, il a cherché des tas de solutions, et je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, qu'est-ce que je vais vous montrer? Vous voyez, celui-ci, hop, il s'en va. Ça fait des choses de cette nature. À un moment, Conway s'est demandé si, quand on prenait une certaine configuration, est-ce que c'est possible qu'elle se développe, et que le nombre de cellules vivantes augmente à l'infini? Il ne savait pas. Il a lancé un concours dans les Scientific American. Il a proposé $50 pour celui qui trouverait la solution. Et en effet, un lecteur a trouvé une solution, trouvé une situation où ça augmente à l'infini. Mais je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Il y a une grande communauté d'internautes qui jouent à ce jeu et qui trouvent des tas de situations tout à fait étonnantes. Et voici ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer cette situation qui n'est pas exactement le jeu de la vie, puisque le jeu de la vie, il y a deux sortes. Il y a les morts et vivants. Là, c'est des cellules qui peuvent être de 6 couleurs différentes. Et il y a une règle du jeu qui n'est pas celle que je vous ai montrée, mais du même genre. Vous voyez une situation initiale, et on y pense comme une cellule biologique. Elle est entourée par une membrane rouge, et dedans, vous voyez comme un collier de perles, que je pense comme l'ADN. Donc il y a une information qui est codée par la suite des couleurs qui apparaissent dans le filament d'ADN. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Et bien, ce qui va se passer, c'est que ça va se reproduire. Vous voyez, la cellule développe une espèce de bras vers l'extérieur. Elle fait un petit. Je vais même aller plus vite. Et le petit fait des petits, et fait des petits, fait des petits. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que toutes ces petits, etc., il y a une reproduction, si vous me permettez le mot, sexuée. Ces cellules s'interpénètrent, échangent leurs ADN et créent des petits qui ont un ADN différent des deux, exactement comme nous, hein, et se fabriquent des enfants qui ont un ADN différent. Et d'autre part, si on regarde avec soin la production, de
de ce jeu, vous voyez qu'au bout du compte, regardez ici, il y a un tout petit carré. Ici, il y a des carrés plus grands. Ici, petit carré, grand carré. Il y a création de mutants. Et il y a lutte entre les espèces. Certaines espèces l'emportent sur d'autres. La conclusion de tout ça, c'est qu'il y a des jeux extrêmement simples, des règles de jeu tellement naïves qu'elles peuvent mener à la construction de ceci qui a toutes les caractéristiques du vivant. Alors, un biologiste qui m'entendrait dirait il est fou, ce n'est pas du vivant bien sûr. Mais toutes les caractéristiques auxquelles on peut penser, la reproduction, l'information, sont présentes. Et le comportement de ces bestioles, appelons ça des bestioles, me paraît tout à fait adapté à une approche mécaniste de la vie. Alors, de là en conclure que Descartes avait tort et que tout est dans la... Hop, je vais continuer. Je ne sais plus comment on fait pour faire... Ah voilà. Alors voici un article récent. Sexy Loop, Self-Reproduction, Evolution and Sex in Cellular Automata. Vous voyez, même les informaticiens s'amusent à faire des reproductions sexuées entre leurs programmes d'ordinateur. Et cet article est tout à fait intéressant et il se pose des questions fondamentales de savoir si ce qu'on construit comme ça ressemble ou pas à du vivant. Je voudrais citer 2 théorèmes de Conway, et puis après une conclusion. Le premier théorème de Conway, c'est que le jeu de la vie est une machine de Turing universelle, c'est-à-dire qu'on peut encoder n'importe quel programme informatique dans le jeu de la vie. Par exemple, on peut trouver une configuration de cellules vivantes qui expulse de temps à autre un boulet de canon qui s'en va, mais les temps d'émission sont uniquement les nombres premiers. On peut demander n'importe quoi au jeu de la vie, il le fera. Tout ce qui peut être calculé peut être fait. Et d'autre part, Conway démontre que, étant donné une configuration initiale, la question de savoir si cette configuration va mourir un jour est indécidable. On ne peut pas savoir si une configuration va survivre ou pas. Ça pose des questions un peu effrayantes, en fait. Alors, je voudrais terminer par une citation de Turing qui nous ramène à Descartes, et ça sera ma conclusion. Turing, le grand champion de la logique, le grand mécanicien, j'ai envie de dire, il a eu une vie tout à fait triste, en fait. Très jeune, vers 15 ou 16 ans, il a rencontré un ami du même âge que lui, avec lequel il partageait beaucoup de choses, à commencer par des choses intellectuelles, surtout scientifiques. Et ils étaient extrêmement liés. Et malheureusement, son ami est mort à l'âge de 18 ans. Et Turing s'est alors posé la question, qu'on se pose tous un jour ou l'autre, de savoir si après la mort, un esprit continue à exister. Je dois dire que certains mathématiciens parmi les plus grands, comme Gödel par exemple, grand mathématicien, logicien, toute sa vie croyait en l'existence des anges et des démons, au sens propre. Il croyait en l'existence d'un monde parallèle dans lequel les esprits évoluaient. Alors voici ce qu'on lit chez Turing, qui, à mon avis, éclaire un peu la discussion. Turing écrit ceci, il écrit, ça fait partie d'une lettre qu'il a envoyée à la maman
de ce jeune qui est mort. Il écrit ainsi, pour ce qui est du lien entre l'esprit et la matière, je considère que le corps, en raison même qu'il est un corps vivant, peut attirer et s'attacher à un esprit et y rester fermement connecté tant qu'il est vivant et éveillé. Quand le corps meurt, le mécanisme du corps qui retient l'esprit disparaît et l'esprit trouve tôt ou tard un nouveau corps, peut-être immédiatement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans un texte écrit par un mathématicien, je trouve qu'un texte de cette nature est un peu surprenant. Je vous disais tout à l'heure que la plupart des biologistes s'arracheraient les cheveux devant un texte de cette nature, mais vous voyez, les mathématiciens n'ont aucune difficulté à rester cartésiens. Je vais vous remercier beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Pas de questions. Je me lance. Une question. Où ? Ah, pardon. Vous avez employé le terme mécaniste à plusieurs reprises. Oui, moi je suis très primitif en ce qui concerne le hasard. Je sais qu'il y a une chose qu'il faut dire dans toute cette période 1936, cette réflexion des savants sur le vivant, sur la machine, sur l'humain. Ça correspond aussi à l'époque où la mécanique quantique a pris possession de la physique. J'ai parlé tout à l'heure de Schrödinger, qui est l'un des grands fondateurs de la théorie de la mécanique quantique. Et comme vous le savez, comme vous le savez ou pas, j'en sais rien, dans la mécanique quantique, il y a une composante de hasard. Alors le hasard peut être compris de 1000 façons différentes, mais vous avez certainement raison. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, dans la suite de la lettre de Turing à la maman de ce garçon, Turing exprime justement son étonnement et son admiration devant la théorie physique quantique qui vient d'apparaître et qui ouvre une porte pour le hasard. Donc vous avez raison, c'est une partie de la discussion, bien sûr. Bonsoir. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que... Pardon, vous m'entendez là ? Oui, j'entends. Vous avez dit tout à l'heure que Turing et ses collègues n'avaient pas complètement décrypté le code Enigma. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ? Bon, écoutez, en général, dans les films, on dit que grâce à lui, on a décrypté Enigma. D'abord, c'est plus compliqué que ça. Il y a un bouquin, malheureusement, j'ai oublié le titre, qui explique ça en détail. Donc, Enigma, disons qu'il fallait qu'ils travaillent beaucoup pour... C'était pas un code, parce qu'il y a les Allemands, ils avaient un code et ils mettaient des clés dedans, donc c'était très compliqué. Et par ailleurs, et je suis en train de dire ce que je connais pas, et par ailleurs, l'équipe qui travaillait avec Turing avait aussi le souci de ne pas montrer trop clairement aux Allemands qu'ils avaient résolu le problème. Donc on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que Churchill avait été prévenu qu'il y aurait un raid sur Coventry, et grâce à ce genre d'informations de Turing et autres, et qu'il a préféré ne pas en tenir compte et laisser Coventry être détruite par des bombardiers, parce que s'il avait montré qu'il était au courant, voilà, tous ces jeux sont compliqués. Moi, je crois avoir compris qu'il n'a pas craqué un code, il a trouvé des solutions dans un certain nombre de situations, mais pas complètement. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que la contribution en cryptographie de Turing est une petite contribution dans sa vie scientifique. Oui, je crois. Ouais, très bien, je vous vois au bout. Alors, très bien. Oui, bonjour. Pour rebondir sur le premier intervenant,
voulais savoir ce que vous pensiez entre ce qu'on appelle le bricoleur et la démarche scientifique. Ce qu'on appelle le bricoleur, celui qui va trouver par hasard, par itération, oui, oui. Et puis, une autre idée, à l'université, on enseigne l'histoire des sciences et des techniques. Est-ce que vous pensez qu'aux côtés de l'histoire des arts, au collège, il serait important d'enseigner ou d'enseigner l'histoire des techniques et sciences, pour ne pas se tromper entre les deux? Voilà, deux choses. Alors, c'est deux questions différentes. Hein. Donc, la première question sur quoi d'abord? Bricoleur et démarche scientifique. Alors, c'est amusant parce que, de par ma position à l'Académie des sciences, je reçois très souvent des messages ou des textes d'amateurs qui, je dois le dire, j'allais dire 99 fois sur 100, 999 fois sur 1000, sont du bricolage délirant et n'ont aucun sens. Et mon job, c'est quand même de leur répondre, mais c'est très compliqué, puisque toute réponse entraîne une réponse, qui entraîne une réponse, et on ne s'en sort plus. Je dois dire avec tristesse que je pense que dans la science d'aujourd'hui, il n'y a presque plus de place pour les amateurs. Je le regrette, en particulier en mathématiques. La plupart des gens qui m'écrivent des lettres ont une nouvelle preuve de l'hypothèse de Riemann ou une nouvelle preuve du grand théorème de Fermat. Et chaque fois, c'est faux. C'est faux, et je peux vous dire que trouver la faute, c'est un travail. Je sais pas, il faut du temps, quoi. Il faut que je lise ça pour trouver la faute. À la page 14, il y a un plus au lieu d'un moins. Je n'ai pas que ça à faire non plus. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne connais que très très peu d'exemples. Aujourd'hui, dans la science d'autrefois, au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'amateurs qui faisaient des choses remarquables. En astronomie, par exemple, y compris en mathématiques. Mais aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé de dire, c'est fini. Il y a quelques rares exemples. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, mais qui remonte quand même il y a une vingtaine d'années. Il y a une classification qui remonte au début du XXe siècle par Hilbert des polygones avec lesquels on peut paver le plan. Et Hilbert avait trouvé tous les polygones à 6 côtés qui peuvent paver le plan. Il y avait une liste, un très bel article. Et puis, pour le cas des quadrilatères ou des triangles, tout le monde l'avait fait depuis longtemps, c'était facile. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des pentagones? Quels sont les pentagones avec lesquels on peut paver sa cuisine? Et beaucoup de gens cherchaient, et puis un certain Kneser trouve la solution et publie un article dans un journal de mathématiques sérieux dans lequel il trouve la classification des pentagones. Le grand journaliste scientifique Martin Gardner trouve ça merveilleux. Il en fait un très bel article dans le Scientific American, et l'article arrive dans un ranch en Californie. Et c'est la maman du ranch qui reçoit le numéro du Scientific American, qui était en fait destiné à ses enfants. Et puis elle regarde, elle trouve les images très jolies, et puis elle se met à sa table. Elle n'a aucune formation scientifique ou mathématique. Elle se met à sa table et elle commence à dessiner les pavages. Et puis elle dit, bon, je vais fermer, je vais trouver. Et puis elle commence à chercher des pentagones, et elle en trouve un de plus que ce qui avait été trouvé par ces grands mathématiciens publiés. Et donc voilà, c'est un exemple que je trouve très beau d'une découverte par hasard, je ne peux pas dire par hasard, mais une découverte par un amateur. La vérité, c'est que les sciences sont devenues très compliquées aujourd'hui. On ne peut y pénétrer qu'avec une préparation très longue. C'est comme ça. Voilà. Puis la deuxième question, c'était plus pédagogique. Que faire pour enseigner les machines et la science en même temps? Je me permets de vous rappeler à tous que l'année dernière, le ministère de l'Éducation nationale a supprimé l'enseignement de la technologie en 6e. Il n'y a plus d'enseignement de technologie en 6e. C'est dommage.
hein, et il n'est pas question de remettre ça en place. Je le regrette. Voilà. Donc vous avez raison. Je pense que la science devrait s'enseigner de manière plus associée avec la technologie, avec les machines. Et c'est bien dommage. Et vous avez bien raison. Un mot juste pour reprendre. Je vous remercie d'abord. Mais est-ce que... Enfin, je constate une chose. Je crois que vous êtes le seul intervenant de l'Académie des sciences dans ce cycle. Non, le prochain, c'est encore un scientifique, non? Bon, peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup, et c'est un grand regret. Hein. C'est un grand regret. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Même pour les personnes qui ne sont pas scientifiques totalement de formation. Dans le prochain cycle qui va commencer quand? Le 26 février va commencer deux nouveaux cycles, et l'un des deux sera exclusivement scientifique. Le titre général, c'est La fabrique de l'humain, et c'est une série de conférences qui seront passionnantes, je pense, sur l'évolution de l'homme, la fabrication de l'homme, le cerveau, tout ça. Voilà. Voilà, oui.